C'est toujours avec un grand plaisir d'être ici aujourd'hui et de partager avec vous certaines réflexions par rapport à l'utilisation des méthodes, à l'utilisation de l'IA et la manière avec laquelle ça impacte notre métier en tant qu'enseignant, mais ça impacte aussi l'apprentissage. Certaines personnes qui étaient présentes l'année dernière vont retrouver certains points parce que les choses évoluent, on parle de certains travaux, mais je vais parler beaucoup plus de certains défis et de quelques travaux de recherche que nous avons menés l'année dernière qui ont déclenché certaines publications et que j'ai le plaisir de partager avec vous. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord commencer par annoncer la manière avec laquelle je vais faire ma présentation. Donc, je vais d'abord commencer par présenter le contexte général. Ensuite, je passerai en revue de l'impact de l'intelligence artificielle et sur le numérique éducatif. Je parlerai principalement de l'IA et de la scénarisation pédagogique, étant donné que les méthodes pédagogiques vont apparaître lors du processus de scénarisation de nos séquences d'apprentissage et d'enseignement, et donc de la manière avec laquelle on pourrait intégrer l'IA dans tout ce processus. Enfin, je vais parler un peu des défis et des innovations qui peuvent être déclenchées suite à ce processus d'intégration de l'IA. Et enfin, je présenterai quelques travaux qui ont été déjà publiés et que je vous invite, si vous le permettez, à les consulter, où on parle un peu de l'utilisation de l'IA générative dans l'enseignement supérieur. Donc, nous avons tous vécu une transition de l'enseignement et de l'apprentissage, où nous avons commencé par l'apprentissage transmissif. L'utilisation des méthodes actives a déclenché le processus d'apprentissage actif. Ensuite, avec les réseaux sociaux et les outils du Web 2, on parle du social learning. Et les dernières années, on parle de plus en plus de l'apprentissage mobile, de l'apprentissage pervasif, où le contexte pourrait jouer un rôle, c'est-à-dire le contexte d'apprentissage fournira des informations qui peuvent impacter la manière avec laquelle l'enseignement et l'apprentissage se déroulent. Alors, en fait, quand on regarde un tout petit peu comment les systèmes d'enseignement et d'apprentissage ont été conçus, principalement deux fonctions ou deux rôles sont demandés. D'un côté, les connaissances et d'un autre côté, la transmission de ces connaissances. Mais je pense que nous tous, et plus précisément nos universités, nous ont recrutés sur la base des connaissances et non pas sur la manière avec laquelle on va transmettre ces connaissances. Et quand on regarde un tout petit peu l'enseignement numérique, on voit qu'il y a une panoplie d'aspects sur lesquels on devrait focaliser quand on déploie un enseignement numérique. Les outils, les compétences, l'infrastructure, la manière avec laquelle cette information est équitablement partagée auprès des apprenants. Donc tous ces aspects sont à prendre en considération. Il y a aussi un aspect qui a été malheureusement, je le dis avec beaucoup de tristesse, que malheureusement dans notre pays et dans certains autres pays, on n'est pas les seuls, l'aspect ressources éducatives libres et l'aspect ressources ouvertes a été écarté, ou on va dire, a été négligé par la communauté des enseignants. Nous n'avons pas focalisé sur le partage de nos ressources d'une manière ouverte et maintenant, avec l'IA générative, ce sujet surgit de nouveau, étant donné la génération de contenu à travers les outils de l'IA générative. Je reviendrai sur ça, mais il faut garder à l'esprit qu'en utilisant les ressources ouvertes, on est dans une logique des 5 R, c'est-à-dire on peut réutiliser ces ressources, on peut réviser ces ressources, c'est-à-dire les adapter, on peut les remixer, c'est-à-dire les combiner avec d'autres ressources, on peut les redistribuer et on peut retain, c'est-à-dire on peut garder une copie de ces ressources. Tout ça dans une logique de l'ODD 4, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Si on regarde la littérature et on regarde comment les prochaines années, l'évolution du numérique dans l'apprentissage et dans l'enseignement va évoluer, on va trouver que la majorité des travaux évoquent 4 choses ou 4 piliers. D'abord, le contenu va jouer un grand rôle dans l'enseignement et dans l'apprentissage. On le voit déjà à travers la génération des contenus, à travers les outils de l'IA générative. 2,
les parcours d'apprentissage. Les apprenants ont besoin de parcours d'apprentissage qui sont de plus en plus personnalisés, adaptés à leurs besoins. 3, les interactions entre les apprenants vont jouer encore plus de rôle parce qu'on a besoin de simuler, de modéliser, de pouvoir anticiper ces interactions. Et enfin, l'évaluation. L'évaluation, un sujet qu'on évoque, mais sur lequel on ne focalise pas beaucoup et qui constitue un pilier de l'enseignement et de l'apprentissage. Et bien sûr, pour tout ça, on a besoin d'infrastructures, on a besoin d'outils, on a besoin de formation, de formateurs, capacity building, on a besoin d'équipements, etc. Le triangle sur lequel on se base quand on déploie un apprentissage est constitué de 3 piliers. D'abord, quel apprentissage nous sommes en train de viser? Quelles sont les stratégies d'apprentissage à déployer? Quelles sont les stratégies d'évaluation à déployer? Et bien sûr, au centre, ce sont les apprenants sur lesquels on doit donc focaliser pour déployer ces activités, soutenues par les outils numériques. Tout ça, on l'appelle un alignement entre la pédagogie et le numérique ou un alignement techno-pédagogique. L'IA, elle a évolué. Donc, l'intelligence humaine a l'avantage d'avoir de la réflexivité en contexte, mais l'IA, c'est beaucoup plus, c'est le fait d'automatiser ou de mettre en place des composantes, des systèmes intelligents qui peuvent, on va dire, simuler ou imiter le comportement humain. Tout ça nous pousse à réfléchir et à repenser notre manière d'enseigner et d'apprendre si nous sommes des apprenants. Donc, repenser la relation entre l'enseignant et l'apprenant, accompagner les enseignants et les apprenants dans l'utilisation de l'IA et surtout, maintenant plus que jamais, on a besoin de l'innovation pédagogique parce qu'on ne peut plus enseigner de la même manière. On doit changer nos pratiques pédagogiques. On doit réfléchir sur d'autres moyens d'enseigner et proposer d'autres moyens d'apprendre à nos apprenants. Regardons un peu comment l'IA elle a été intégrée dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Donc, c'est un champ interdisciplinaire. Il y a le computer science, il y a l'analyse des traces, learning analytics, il y a le computer-based learning. Il y a beaucoup de champs sur lesquels on doit focaliser dès qu'on intègre l'IA dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Tout ça, je ne vous apporte rien. Vous êtes d'une communauté scientifique et une communauté computer science et télécom, donc vous connaissez certainement les différents types d'IA qu'on pourrait proposer, qu'elles soient des IA automatisées, de l'IA assistée, de l'IA augmentée ou de l'IA autonome. Tout ça dépendra de la manière avec laquelle on va automatiser les tâches, de la manière avec laquelle on va utiliser l'IA pour la prise de décision et de la manière avec laquelle l'intervention humaine existera ou non. Bien sûr qu'il y a différents algorithmes, différentes techniques. On parle de l'apprentissage profond, de machine learning, etc. Mais tout ça, à mon avis, n'a pas de sens si on n'a pas de données. Dès que tout ça ne pourrait pas être déclenché si on n'a pas de données. Et quand on parle de données, l'importance du traitement de ces données, l'importance du knowledge engineering, l'importance de la manière avec laquelle on va représenter ces données va trouver sa place. Alors, du moment où on commence à faire un processus d'intégration d'IA dans n'importe quel processus d'enseignement ou d'apprentissage, on commence par une première étape qui est la description de ce qui se passe. On doit décrire qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on va se poser les questions et ainsi dire pourquoi ça s'est passé de cette manière-là, pourquoi l'apprenant il a cliqué sur cette vidéo et ensuite il a fait le quiz, pourquoi il n'a pas consulté ce fichier avant d'aller vers l'évaluation. Donc, c'est une étape d'analyse. À partir des résultats de cette étape d'analyse, on va prédire, on va dire voilà ce qui va se passer. S'il passe par telle séquence d'apprentissage et il a tel résultat dans telle évaluation,
alors il pourra aller dans telle séquence. Donc, on peut prédire qu'est-ce qui va se passer dans le processus d'apprentissage. Et enfin, on peut prescrire. S'il ne réussit pas à l'examen, alors il a besoin de consulter telle et telle et telle ressource. Donc, ces 4 éléments clés sont essentiels quand on conçoit un système d'apprentissage basé sur l'IA. Bien évidemment, il y a tout un process de collecte de données, de modélisation, d'apprentissage pour faire tourner ces modèles, pour regarder quels résultats ils nous ramènent et pour pouvoir un peu simuler la manière avec laquelle ces modèles vont tourner. Et l'IA générative est arrivée avec toutes ces générations de contenu, avec toutes ces informations qui nous sont présentées. Maintenant, quand on regarde la manière avec laquelle l'IA est implémentée dans les processus d'apprentissage, on va voir que principalement, il y a ces 6 éléments qui vont être là dès qu'on intègre l'IA dans l'apprentissage. 1, on va pouvoir mettre en place des parcours d'apprentissage personnalisés. Comme je viens de le présenter, je peux dire mon apprenant, il a le besoin de faire séquence 1, aller vers séquence 3, revenir vers la séquence 2. Donc, je peux modéliser les parcours d'apprentissage selon le profil de l'apprenant. Deuxièmement, je peux aussi faire de l'adaptation de contenu, c'est-à-dire regarder quels sont les éléments de contenu à présenter à un apprenant X et les éléments de contenu à présenter à un autre élément. Un autre apprenant. Les systèmes de tutorat intelligents, c'est-à-dire l'accompagnement pourrait être intelligent, c'est-à-dire je pourrais apporter un accompagnement adapté à chaque apprenant. Je pourrais aussi intégrer un feedback personnalisé. Selon le travail rendu, je peux apporter un feedback personnalisé et qui peut être automatisé. Je pourrais aussi faire de l'analyse prédictive sur les résultats d'apprentissage. Et enfin, et j'estime que c'est un élément, peut-être c'est l'un des principaux avantages, à mon avis, dans l'utilisation de l'IA dans les processus d'apprentissage, c'est l'accessibilité et le fait de pouvoir mettre en place des environnements inclusifs. On a eu un projet avec des apprenants à besoins spécifiques et j'estime que l'IA pourrait leur apporter un grand soutien dans l'apprentissage et dans l'évaluation. Parce qu'à travers ces outils, on peut mettre de l'audio, de la vidéo, adapter selon le type d'handicap qu'ils ont, etc. Donc, à travers l'IA, on peut faire de l'analyse de l'apprentissage, l'analyse prédictive, l'analyse de tout un système d'apprentissage, l'analyse systémique et enfin l'apprentissage adaptatif. Ça pourrait apporter des réponses pour les difficultés d'apprentissage, pour l'automatisation de l'évaluation, pour les rétroactions, pour le soutien de l'apprentissage, pour la planification des cours et enfin pour adapter selon le rythme d'apprentissage. Pour ça, je vais aller, pour gagner un peu de temps, je vais aller à cette diapo pour dire que finalement, avec l'IA, qu'est-ce qu'on gagne? D'un côté, on a le système d'apprentissage sur lequel se sont greffés des outils sociaux, des outils du Web 2, donc on parle de l'apprentissage social. Ensuite, on a eu, à travers ces outils sociaux, une communauté d'apprentissage, donc on a de l'apprentissage connectiviste. Et enfin, avec le machine learning, c'est de l'apprentissage intelligent qui va être mis en place. Tout ça, je l'avais expliqué oralement, donc je pourrais le skipper. Je vais maintenant aller à la section en rapport avec la scénarisation pédagogique. En général, puisque cette présentation elle est orientée beaucoup plus vers l'impact pédagogique, on va dire, l'impact pédagogique de l'IA sur l'enseignement et l'apprentissage. En général, si un enseignant ou n'importe quel producteur de contenu pédagogique va produire un contenu pédagogique, il doit suivre en général ce modèle connu, le modèle ADDIE. C'est un modèle de modélisation du processus d'apprentissage ou du processus de production d'une séquence d'apprentissage. Il est composé des 5 étapes. D'abord, l'analyse des besoins, ensuite, la conception de la séquence d'apprentissage, le développement de la séquence, son implémentation et enfin son évaluation. Ce que vous voyez sur la partie droite du slide, c'est de quelle manière, à chaque étape, je pourrais utiliser l'IA en tant qu'enseignante.
Donc, en tant qu'enseignante, déjà, je pourrais utiliser l'IA pour pouvoir analyser de grandes quantités de données sur mon public cible, pour pouvoir identifier les objectifs d'apprentissage. Dans la deuxième étape, je pourrais identifier les sources de données qui peuvent être utilisées pour préparer ma séquence d'apprentissage. Je pourrais aussi, dans la partie développement, utiliser des outils IA pour produire des images, pour produire des vidéos, etc. Je pourrais aussi apporter, lors de l'implémentation, utiliser l'IA pour apporter du feedback personnalisé à mes apprenants. Je pourrais aussi interpréter rapidement ce qui a été fait dans mon processus d'apprentissage à travers des outils IA. Tous ces outils, il y a certains outils que j'évoque ici, mais il y a des dizaines d'autres outils qu'on peut utiliser et il y a aussi d'autres outils que je n'ai pas évoqués. Il y a des outils même qui regroupent plusieurs autres outils, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de consulter ChatGPT, je ne sais pas quoi, d'autres outils, mais à travers un seul prompt, il fait appel à différents autres outils et vous avez l'information d'une manière très rapide. Tout ça va suivre une méthodologie en définissant le rôle que va jouer votre apprenant dans votre cours, définir les tâches, définir l'objectif, définir le contexte d'apprentissage, définir les étapes du modèle, définir les contraintes et définir le format. Regardez sur ce slide, j'ai mis un peu comment on s'adresse justement à l'outil. Par exemple, quand je dis définir le rôle, il faut, pour pouvoir se faire aider par l'outil, il faut lui dire pourquoi vous voulez du contenu. Je suis un ingénieur pédagogique, je vais produire du contenu pédagogique. Donc il faut d'abord annoncer quel est le rôle que vous allez jouer. Après, il faut lui dire qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont les tâches, les contraintes, le contexte, les objectifs. Tout ça doit figurer dans ce qu'on appelle notre prompt. Sur ce slide, vous voyez un exemple type d'un prompt. Un prompt, en général, c'est en fait la clé de ce qu'on veut produire à travers ces outils. Vous voyez que j'ai surligné selon différentes couleurs, vous voyez que j'ai besoin d'annoncer clairement la tâche, j'ai besoin d'annoncer clairement le contexte de déploiement, j'ai besoin de lui donner certains exemples pour que l'information soit pertinente, je pourrais personnaliser ma discussion, mon interaction avec l'outil, je pourrais lui demander quel est le format à avoir et enfin, je peux lui dire s'il va me proposer des activités, de quelle manière il doit les proposer, il doit motiver les apprenants, etc. Tout ça devrait donc être bien structuré pour avoir l'information adaptée à son profil. Alors maintenant, les défis et les innovations, et c'est presque la dernière partie de mon exposé. Première chose, j'estime que ce slide est très important parce qu'il montre finalement l'évolution par lesquelles un apprenant devrait passer. Malheureusement, nos apprenants sont encore dans la première étape qui est la consommation passive des informations qui sont donc recueillies à partir de ces outils. Par contre, ce dont on a besoin d'une consommation interactive. On a besoin de cette interaction qui va raffiner les informations retenues. On a besoin de leur donner la possibilité de créer du contenu, mais ensuite de contrôler le contenu qui a été créé, de faire ce qu'on appelle de la co-création de contenu. Donc, à part le contenu qu'ils vont collecter de ces outils, ils peuvent apporter d'autres contenus de leur part et puis de créer cette démarche participative dans la création du contenu. Tout ça, c'est pour avoir un processus d'innovation qu'on appelle le processus d'innovation le plus utilisé, c'est la recherche collaborative orientée par la conception à travers ces différentes étapes. Pour ça, on a de nouveaux rôles. L'apprenant va être beaucoup plus un acteur dans son processus d'apprentissage. Regardez ce que j'ai mis sur ce slide. Très important, l'art du prompt, l'esprit critique, la culture informationnelle, c'est-à-dire c'est un parmi les skills du 21e siècle maintenant, et la compétence numérique. Si vous connaissez la taxonomie de Bloom, qu'on utilise d'une manière générale pour pouvoir structurer les objectifs d'apprentissage, ce que vous voyez ici,
c'est une transformation de la taxonomie de Bloom à l'ère de l'IA. C'est-à-dire, vous voyez que le premier niveau, qui est le niveau de mémorisation, qui est normalement un niveau assez simple, c'est-à-dire quand vous posez la question à un outil de IA générative, il va vous ramener une définition. Mais par contre, vous pouvez demander à ce que l'information soit contextualisée, c'est-à-dire non pas seulement une définition d'un concept, mais la définition selon le contexte dans lequel se déploie l'information. Et c'est ce qui fait le changement un peu de nos objectifs d'apprentissage. C'est-à-dire quand j'annonce mes objectifs d'apprentissage pour mes apprenants selon cette taxonomie, il faudrait que je prenne en considération l'existence de l'IA et voilà, je contextualise davantage mes objectifs d'apprentissage. Tout ça, bien sûr, en utilisant ces méthodes pédagogiques innovantes. L'enseignant, bien sûr, qui va jouer un autre rôle. Il n'est plus un transmetteur de contenu. Quand je vais en amphi, maintenant, mes apprenants ont déjà le contenu. Donc, il faudrait réfléchir sur une autre manière d'enseigner, être beaucoup plus facilitateur, proposer des problèmes à résoudre, utiliser le inquiry-based learning pour chercher l'information et après définir le problème. Donc, toutes ces méthodes pédagogiques innovantes, on en a besoin et on a besoin de les déployer dans nos salles de classe. Sur ce transparent, par exemple, vous voyez, c'est un transparent aussi assez important parce qu'il vous montre à l'instant T, la manière avec laquelle l'IA est intégrée dans l'enseignement et l'apprentissage. C'est-à-dire l'année prochaine, je ne suis pas certaine que les couleurs que vous allez voir maintenant resteront les mêmes. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez, par exemple, en gris, ce sont toutes les choses que je pourrais automatiser à travers l'IA. Peut-être, l'année prochaine, ce que vous voyez en bleu va devenir aussi en gris, en partie. En bleu, c'est-à-dire c'est une information qui pourrait être, ou c'est une tâche qui pourrait être faite par l'être humain et par l'outil. Et en vert, ce sont des tâches qui doivent être faites par l'enseignant. Et donc, je pense qu'avec cette évolution des outils, je pense que peut-être les couleurs vont un tout petit peu changer au fil des années. Pour résumer les avantages, les principaux avantages, la personnalisation, l'accessibilité et le gain de temps pour les enseignants, mais pour ça, on a besoin d'infrastructures et on a besoin surtout de la protection des données et d'avoir, on va dire, de prendre en considération que peut-être on va avoir des informations qui ne sont pas correctes. Faites par exemple, pour les billets, par exemple, je voulais mettre cette capture, mais bon, j'ai dit que je vais le dire oralement. Vous allez sur un Google Traduction, vous lui dites par exemple, il est médecin, ou plutôt vous lui dites, elle est médecin, et il est infirmier. Vous faites la traduction en arabe, ce que j'ai obtenu. Donc, elle est médecin, hiya tabiba. Il est infirmier, huwa mumarrida. Pour lui, c'est un stéréotypage, c'est-à-dire le métier infirmier ne peut être que pour une femme. Vous voyez, donc, ces outils ont des biais quelque part dans la manière avec laquelle ils agissent sur les informations. Donc, on en avait parlé de la confidentialité. Donc, l'IA est plus artificielle qu'intelligente, l'être humain pense et la machine exécute. Maintenant, qu'est-ce qui va peut-être... selon les travaux de recherche, quelles seraient les orientations? D'abord, ces outils vont avoir plus de multimodalité. Qu'est-ce que ça veut dire multimodalité? C'est-à-dire, les outils vont vous proposer d'une manière directe un contenu impliquant différents types de contenus, une diversité de contenus, images, vidéos, textes, etc. Il y aurait une démocratisation de l'IA, on le voit déjà avec l'outil chinois qui est sur le marché maintenant et qui bouscule cette démocratisation de l'IA. Un enseignement socio-émotionnel, c'est justement l'intelligence émotionnelle devrait trouver sa place, et de l'apprentissage personnalisé à grande échelle. On va consacrer peut-être moins de temps dans la préparation de nos contenus, mais plus de temps pour l'accompagnement des apprenants. On va peut-être améliorer l'apprentissage autonome.
on va avoir plus d'apprentissage accessible et inclusif et plus d'expériences éducatives utilisant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Certains travaux de recherche. Alors, cet outil a déjà été développé pour évaluer les compétences des utilisateurs, on va dire, particulièrement dans certains domaines. Maintenant, on est en phase de déployer un outil qui intègre l'IA générative greffé sur cet outil-là et qui va nous permettre de recommander des ressources ouvertes aux apprenants sur la base de l'utilisation de l'IA générative. Un deuxième environnement sur lequel aussi on travaille, on avait développé un environnement intelligent collaboratif d'apprentissage. Maintenant, on intègre l'IA générative dans cet environnement pour pouvoir apporter une assistance aux apprenants quand ils travaillent en groupe pour utiliser l'IA générative. Aussi, on a un travail de recherche qui vient de démarrer sur l'intégration de l'IA générative pour des environnements gamifiés, utilisant les jeux. On est content que, par coïncidence, aujourd'hui, notre livre va être, donc, il est à Fnac en France. C'est un livre où on parle de l'IA générative. Donc, je suis contente et heureuse que j'ai participé à travers un chapitre dans ce livre où on parle des environnements intelligents et ouverts et innovants. Aussi 2 chapitres de livre où on a essayé donc de proposer des environnements utilisant l'IA générative pour l'apprentissage personnalisé, mais aussi pour l'évaluation collaborative. Dernier travail de recherche qui vient de démarrer, mais je ne vous cache pas, au début, j'avais une certaine hésitation pour me lancer dans cet axe de recherche. Alors, c'est un axe assez récent maintenant dans les travaux de recherche. On parle de ce qu'on appelle le code switching. Quand vous allez sur un outil d'IA générative, quand vous écrivez votre requête, très souvent, la majorité d'entre nous commence à écrire en français, et après, le reste de la phrase est en anglais. Donc, et les LLMs sont encore à développer pour pouvoir switcher entre les différentes langues. Et justement, le travail de recherche qu'on vient de lancer va justement analyser un peu les performances de LLM par rapport au code switching. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, et ce qu'il faut peut-être ne pas oublier pour les prochaines années, c'est que les compétences requises dans un monde intégrant les technologies de l'IA sont différentes. Ce n'est plus les mêmes compétences qu'on demande de la part de nos apprenants. Que l'enseignement va être certainement impacté, l'apprentissage aussi il va être impacté, et que peut-être il y aurait une mauvaise utilisation de ces outils et qu'il faudrait garder à l'esprit que cette mauvaise utilisation pourrait être là en termes de tricherie, etc. Pour finir, je pense que les technologies, on va toujours se poser la question comment peut-on rendre les machines plus intelligentes, mais d'un autre côté, en tant qu'enseignant, on doit aussi se poser la question comment les machines peuvent-elles nous rendre plus intelligents. Et n'oublions pas la citation que j'adore de Stephen Downes, le premier auteur du MOOC dans le monde, qui dit que nous devrions dépasser l'idée selon laquelle l'éducation est quelque chose qui nous est offerte et nous rapprocher de l'idée que l'éducation est quelque chose que nous créons nous-mêmes. Voilà, je vous remercie.